Bienvenue sur Minuit Mystère. Ce soir, la neige tombe sur un village paisible, mais sous ce calme apparent se cache un secret, scellé par l'encre et le silence. Servez-vous une boisson chaude et que le mystère commence. Il avait neigé toute la nuit, une chute lente et régulière qui étouffait même les plus petits bruits de St. Mary Mead. Les toits et les murs des jardins étaient enveloppés de blanc, comme si le village s'était enveloppé d'un châle contre le monde. Une douce fumée s'élevait de la cheminée du presbytère, et la cloche lointaine de St. Peter's sonna l'heure d'un ton si ténu qu'il semblait se dissoudre avant même d'atteindre la rue principale. Dans le salon de Madame Price Ridley, un groupe de dames était assis autour du nouveau métier à broder de la femme du pasteur, un appareil à la fois admiré et légèrement agacé. On entendait le doux cliquetis des tasses à thé, le léger bruit des pinces à sucre, et cette légère tension qui s'installe toujours lorsque la conversation abordait le sujet de la nouvelle factrice. Madame Alden. Efficace, déclara mademoiselle Hartnell, mais plutôt, perspicace. Les autres approuvèrent d'un murmure silencieux, une sorte d'approbation qui confère au commérage une autorité morale. C'est alors, au milieu de cette chaleur familière, que la première remarque curieuse fut faite. Madame Price Ridley, absorbée par l'enfilage d'une aiguille, dit distraitement « C'est étrange, n'est-ce pas, que la neige soit tombée si vite après la distribution du courrier ?» Monsieur Clegg dit l'avoir vue rentrer chez elle tard, un objet sous le bras. Personne ne leva les yeux immédiatement, mais ces mots résonnèrent avec une telle gravité qu'ils semblèrent troubler l'air lui-même, comme une horloge hésitant entre deux tics. Miss Marple, assise un peu à l'écart, son tricot à la main, ne disait rien. Son regard, clair et posé, suivait la lueur du feu sur la théière en argent. Elle savait pertinemment qu'une remarque, une fois lancée, pouvait se propager à travers la paroisse plus vite qu'une lettre. Dans l'heure qui suivait, pensa T.L., la moitié du village se demandait ce que Madame Alden transportait et pourquoi elle l'avait fait dans la neige. Le lendemain matin, la curiosité s'était déjà éveillée. Le laitier raconta au boucher que le chemin de Madame Alden avait été étrangement marqué, non pas 2 séries d'empreintes, mais une seule, montant le chemin, et aucune au retour. Cette histoire, répétée chez l'épicier, commença à susciter une légère inquiétude. « Une congère a dû les recouvrir, » dit mademoiselle Hartnell. « Ou bien, elle a peut-être emprunté le chemin de campagne. » Mais Madame Price Ridley, qui ne laissait jamais un mystère s'éteindre prématurément, ajouta d'un ton sombre: « Le chemin de campagne la mène devant le portail du colonel Graves, et on ne l'a pas vu depuis hier après-midi. » Le colonel Graves n'était pas le genre d'homme qu'on s'attend à voir disparaître. Ponctuel, irritable et soucieux de la ponctualité d'autrui, il vivait seul dans la maison appelée Meadow End. Son seul plaisir était de conserver des centaines de lettres, soigneusement rangées dans des paquets classés par année et par correspondant. On l'avait vu pour la dernière fois porter l'un de ces paquets vers le feu, marmonnant quelque chose à propos de vieilles affaires qu'il valait mieux oublier. Cela aussi avait été rapporté par la bonne avant de partir pour la nuit. Miss Marple, entendant ces bribes de conversation chez l'épicier, ne fait aucun commentaire. Elle demanda cette fois sa laine à tricoter gris clair et remercia M. Giles comme si le sujet n'avait d'autre importance que la météo. Pourtant, sur le chemin du retour vers sa chaumière, elle s'arrêta à l'endroit où le chemin bifurque près de la haie. La neige y était épaisse et continue, à l'exception d'une unique trace de pas menant vers Meadow End. Ce n'étaient pas les bottes du colonel. Elle reconnaissait ses pas à force d'observer le village. Celle-ci était plus petite, plus claire, et elle s'arrêtait brusquement près de la haie d'if, avant de disparaître dans une tache de neige accumulée. Ce soir-là, la femme du vicaire appela, inquiète.
La gouvernante du colonel Graves était venue signaler que la porte de son bureau était verrouillée de l'intérieur et qu'elle n'obtenait aucune réponse à ses coups. La police, appelée à contre-cœur car personne n'appréciait l'idée d'un scandale par un tel temps, avait forcé la porte et trouvé le colonel affalé près de la cheminée. Le feu était éteint depuis longtemps, les cendres légèrement grises, et sur le tapis gisait un petit fragment de papier carbonisé. Aucune arme ne fut trouvée. Le village, tiré de sa torpeur post-Noël, se mit à multiplier les théories. Infarctus, lança le docteur Haydock d'un ton sec. Choc, peut-être. C'était un vieil homme. Mais c'est Madame Price Ridley qui, à voix basse, murmura. On dit qu'il y avait encore des mots écrits sur ce bout de papier, quelque chose à propos du pardon. La phrase se répandit comme une traînée de poudre. Pardonner, c'était admettre le péché, et le péché était toujours préférable quand on le partageait. Ce soir-là, Miss Marple était assise tranquillement près de son feu, ses aiguilles immobiles. Le tic-tac de l'horloge, la neige qui s'abattait sur les vitres, et au loin, un portail grinçait sous le vent. Son esprit repassait en revue les petits détails ordonnés. Les empreintes disparues, la lettre brûlée, le mot qui refusait de mourir. Pardon. C'était un mot que l'on employait rarement, sauf pour désigner son contraire. Elle l'avait déjà entendu une fois, prononcé par une femme qui avait passé 30 ans à se punir pour le crime d'une autre. Au loin, dans la rue, une silhouette se déplaçait, peut-être le gendarme dans sa ronde, peut-être pas. Le chat de Miss Marple se dressa, la queue raide, et fixa la porte. Le feu laissa échapper un léger soupir et un morceau de papier carbonisé s'envola, emporté par le courant d'air, et flotta sur le tapis avant de se déposer près de son fauteuil. Elle se pencha en avant et le pinça doucement entre ses doigts. 3 lettres, à peine visibles, figurent encore. S'il s'agissait d'un mot d'amour ou de pardon, elle ne pouvait encore le dire. Mais elle esquissa un sourire mêlé de tristesse et d'espoir. Dehors, la neige continuait de tomber doucement, sans relâche, comme si le village lui-même voulait recouvrir ce qui s'était passé. Le lendemain matin de la découverte, la neige avait durci en une croûte scintillante, magnifique mais traîtresse sous les pieds. Miss Marple, enveloppée dans son châle gris, avançait prudemment sur le chemin menant à Meadow End, où un petit groupe de villageois s'était déjà formé. Il y avait là le vicaire, qui s'efforçait d'adopter une voix calme et autoritaire, Madame Price Ridley, vibrante d'angoisse morale, et le sergent Cornish, qui se tenait sur le seuil, un carnet à la main, sans savoir comment le remplir. À l'intérieur, l'air était lourd du froid qui suit un feu éteint trop tôt. Le bureau du colonel Graves semblait figé dans le temps. Sa pipe toujours sur la table, une chaise renversée près de l'âtre, une légère odeur de papier brûlé persistant. Le sergent répétait pour la 3e fois que la porte avait été verrouillée de l'intérieur et que la clé était encore dans la serrure. « Aucune trace de lutte, madame, » dit-il avec une pointe d'espoir. Le docteur Haydock parle d'arrêt cardiaque. C'était peut-être l'excitation d'avoir brûlé quelque chose d'important. Madame Price Ridley, penchée bien trop près du bureau du défunt, laissa échapper un petit soupir d'exaspération. C'est la prise de conscience, si vous voulez mon avis. Il était toujours très attentif à ses lettres. J'imagine que l'une d'elles contenait quelque chose qu'il valait mieux taire. Sa voix tremblait de piété et de satisfaction. Miss Marple ne regarda pas le corps, mais le tapis qui se trouvait dessous. Les petites particules de cendre de la lettre s'étaient éparpillées plus loin qu'on ne l'aurait cru. Un petit coin s'était glissé sous le pied de la chaise, intact après le passage du balai. Elle remarqua aussi que la manche droite du colonel portait une légère trace de cire, comme s'il avait scellé une enveloppe quelques instants avant de mourir. Elle n'en dit rien. L'observation était comme la broderie, surtout lorsque le motif se révélait naturellement.
Le vicaire, avec sa bienveillance nerveuse habituelle, demanda si quelqu'un devait prévenir Madame Alden, puisque le colonel était l'un de ses correspondants réguliers. Le sergent Cornish fronça les sourcils. « Il faudra lui parler, monsieur. On m'a dit qu'elle avait distribué le courrier du soir, par ce temps-ci. Un dévouement inhabituel, en effet. » Madame Price Ridley laissa échapper un petit rire. « Dévouement ou dessein, sergent? Les deux se confondent souvent. » Le regard de Miss Marple se porta sur la fenêtre, où la neige reflétait la faible lumière. Une traînée d'empreintes s'éloignait de la maison, nette et solitaire, jusqu'à disparaître dans le champ. Elle se souvint du motif aperçu la veille au soir, la même légère empreinte, la même fin abrupte. Aucun vent n'avait été assez fort pour les effacer. Seule une personne revenant par un autre chemin aurait pu y parvenir. À midi, la femme du vicaire persuada Miss Marple de la rejoindre pour le thé, bien que toutes deux sussent que c'était moins pour se réconforter que pour discuter. La bouilloire ronronnait comme une conspiratrice, et le léger cliquetis de la porcelaine ponctua leurs paroles. « C'est affreux, Jane, » dit Madame Clement, en versant d'une main tremblante. Le colonel était si ordonné. On s'attendrait à ce qu'un homme comme lui dure éternellement. Bien sûr, il avait des ennemis. Cette histoire de limite de propriété, Miss Marple, leva un doigt. Bien des querelles de village, murmura-t-elle, concernent des centimètres de terrain et des kilomètres d'orgueil. Elle prit une gorgée de thé. Mais on peut se demander, ma chère, ce qui pouvait peser plus lourd que les biens matériels. Après tout, il brûlait quelque chose. On brûle rarement ce qu'on peut oublier. Un bref silence s'installa. Dehors, une charrette cahotait sur la route gelée, et le rythme de ses roues faisait écho aux pensées de Miss Marple. Lettres, secrets, pardon. Autant d'éléments de vie qui se superposent harmonieusement sur le papier, mais non dans la réalité. En fin d'après-midi, l'enquête officielle débute. L'inspecteur Chalmers arriva de Much Benham, un homme imposant à la moustache épaisse, méfiant envers son intuition. Il examina la porte verrouillée, la clé, la cheminée. Sa conclusion, énoncée avec autorité, fut simple: aucune effraction, aucune trace de pas retrouvée, aucune arme. Nous conclurons à une mort naturelle, sauf avis contraire du médecin. Madame Price Ridley, qui planait non loin de là comme un point d'interrogation persistant, intervint. Et ce fragment de lettre, inspecteur, il y avait des mots dessus. Je l'ai vu moi-même. Chalmers soupira. Un brouillon, peut-être. Les anciens combattants conservent des papiers. Mais même lui se pencha sur le cendrier lorsque Miss Marple fit remarquer d'une voix calme. C'est curieux, n'est-ce pas, qu'un homme a scellé une lettre pour la brûler quelques instants plus tard, à moins qu'il n'ait eu l'intention de brûler la mauvaise. La remarque passa aussi discrètement que de la fumée, mais son parfum persista. Le commissaire fronça les sourcils, ne sachant s'il devait la rejeter ou y réfléchir. Miss Marple esquissa un petit sourire d'excuse et n'ajouta rien. Ce soir-là, alors que les lampadaires du village s'allumaient, un autre incident survint. Le bureau de poste était fermé, sa porte non verrouillée, et Madame Alden introuvable. Sa logeuse, Madame Cribb, signale que personne n'avait dormi dans le lit et que ses plus belles bottes avaient disparu. Sur la cheminée reposait un petit paquet adressé au révérend Léonard Clément, non affranchi, ficelé, et portant la mention, écrite d'une écriture soignée, à n'ouvrir qu'en cas de nécessité. Miss Marple était présente lorsque le vicaire défit le lien sous la surveillance du gendarme. À l'intérieur se trouvait une simple feuille de papier, parfaitement pliée, mais vierge. Dessous gisait une petite clé ancienne, ternie par des années d'utilisation. « Elle a dû vouloir me faire passer un message », murmura le vicaire, perplexe. Mais la clé de quoi? Personne ne répondit. Le regard de Miss Marple s'arrêta sur le papier plié,
sur sa blancheur contrastant avec la table en chêne sombre. « Les gens, dit-elle doucement, ont souvent tendance à dissimuler la vérité sous une apparence totalement insignifiante. » Elle ajusta ses gants et regarda la neige dehors. Les réverbères scintillent faiblement dans le givre, leur lumière se fondant dans la brume. Au loin, une ombre se déplaçait lentement, délibérément, et observait. La silhouette dans la brume se révéla, comme le vicaire le raconta plus tard, être le jeune Arthur Clegg, employé des postes. Ses joues étaient rougies par le froid, son attitude hésitante entre la peur et une certaine suffisance. « Je viens tout droit du Green, Miss Marple, » balbutia-t-il en secouant la neige de ses bottes. « On m'a dit que vous sauriez peut-être quoi faire. Tout le village murmure que Madame Alden est partie pour de bon, qu'elle a pris le train de nuit pour Londres. » Sa voix trembla à ces mots. Mais elle n'a pas touché à ses économies. Le vicaire fronça les sourcils, tenant la lettre vierge et la petite clé comme si elles allaient disparaître. « Il est trop tôt pour tirer des conclusions hâtives, » dit-il gentiment, bien que ses mains trahissent une certaine inquiétude. Peut-être Rondelle simplement visita un parent. Miss Marple observa le jeune homme pensivement. Sa casquette était encore saupoudrée de neige, son regard fuyant. « Arthur, dit-elle à voix basse, vous travaillez tous les jours avec Madame Alden, je crois. La qualifieriez-vous de femme nerveuse ?» Il secoua la tête trop rapidement. « Non, madame. Prudente, c'est tout. Je n'ai jamais perdu une lettre. » Puis, après une pause, elle disait que le colonel était le seul à encore écrire de vraies lettres. Elle disait que ses enveloppes étaient droites comme des lignes, sans fioritures. Il jeta un coup d'œil au paquet sur la table, puis détourna le regard. Elle lui a posté quelque chose l'après-midi de sa mort. « Je l'ai vu. » Cette petite remarque se déposa dans le silence comme un flocon de neige sur une vitre, impossible à ignorer. Le vicaire s'éclaircit la gorge. « Vous voulez dire qu'elle le lui a remis en personne ?» Arthur hésita. Elle a dit que la route était mauvaise, alors elle n'apporterait elle-même après la fermeture. J'ai trouvé ça bizarre, mais elle tenait à ses obligations. Dehors, le vent tourna, projetant des glaçons contre la fenêtre. Miss Marple regarda dans l'obscurité où la lumière des lampes vacillait comme celle d'une bougie. « Trop soucieuse de ses devoirs, » murmura-t-elle, et pourtant assez insouciante pour avoir laissé sa propre porte ouverte. Étrange comme la conscience et la panique peuvent se ressembler dans une tempête de neige. Plus tard, une fois le jeune homme parti, elle rentra chez elle avec le vicaire, par l'étroite ruelle. La neige craquait légèrement sous ses pas, et ce bruit semblait prolonger le malaise qui planait sur la journée. « Vous croyez qu'elle est en danger, Jane ?» demandait à voix basse, comme si les haies pouvaient l'entendre. Le sourire de Miss Marple était distant. « Oh, pas en danger, peut-être. Mais elle a appris que les secrets ont leur propre température. Certains vous paralysent, d'autres vous font fuir. » Le lendemain matin, le dégel apporta une douceur trompeuse aux toits et aux champs. La police se mit sérieusement à la recherche de Madame Alden. Un gant fut trouvé près de l'étang du moulin, une moufle d'enfant près de l'échalier, tous deux signalés puis écartés comme sans importance. Le commissaire Chalmers retourna à Much Benham en grommelant, dénonçant le mélodrame. Le sergent Cornish resta, non par compétence mais par proximité, et passa le plus clair de son temps à l'auberge, où les spéculations allaient bon train, plus vite que la bière. C'est là que Miss Marple fait son apparition en milieu d'après-midi, commandant poliment du thé. Sa présence transforma l'atmosphère de commérage en un lieu d'interrogation. Monsieur Giles, l'épicier, se pencha en avant. « Si vous voulez mon avis, madame, elle savait quelque chose au sujet des papiers du colonel. Peut-être lui avait promis de l'argent en échange de son silence. » « Ou de la vérité, » ajouta le forgeron en s'essuyant les mains. Une lettre pareille pouvait avoir des conséquences désastreuses. Même Cornish, à demi endormi près de l'âtre,
ouvrit un œil. « S'il y avait une lettre, dit-il d'un ton sombre, ça aurait pu être une feuille blanche depuis le début. » Quelle ruse! Miss Marple sourit, comme si l'idée lui plaisait. Un stratagème, certes, mais de qui? Son regard se porta sur la vitre givrée où le souffle des enfants avait tracé des cercles. Parfois, poursuit-elle doucement, le moyen le plus simple de dissimuler un message est de le rendre invisible. Ils la regardèrent, perplexes, tandis qu'elle remerciait l'aubergiste et s'en allait. La remarque, pourtant, persista après son départ, comme souvent. Arrivée à son portail, elle avait déjà remarqué la petite enveloppe blanche, sans adresse, posée contre le loquet, un coin humide de neige fondue. À l'intérieur, une simple fleur de bruyère séchée et une ligne dactylographiée. « Dites au vicaire que j'ai tenu ma promesse. » Elle se tenait dans son couloir, l'enveloppe tremblant légèrement entre ses doigts. L'écriture était irrégulière, légèrement désalignée, la marque d'un vieux ruban. Ce n'était pas celle de la machine de la poste, elle en était presque certaine. Elle la glissa délicatement entre les pages de son livre de prière, puis alluma le feu et attendit le soir. Le vicaire arrive à 6h30, le visage marqué par la fatigue. La nouvelle qu'il apporta était pire encore. On a retrouvé le vélo de Jane, à moitié enfoui près du bosquet, aucune autre trace d'elle. La pauvre, il pense qu'elle s'est perdue. Son ton laissait transparaître une pointe de réconfort, comme s'il s'agissait d'un accident. Miss Marple, observant les flammes danser au-dessus de la grille, demanda simplement « Et le panier ?»« Vide », répondit-il. Pourtant, le gendarme remarqua que la doublure semblait déchirée. Miss Marple hocha lentement la tête. Elle n'appréciait guère le désordre. Une doublure déchirée indiquait une précipitation, ou une main cherchant ce qui avait disparu. Sa voix se fit plus basse. La lettre du colonel, peut-être, ou sa jumelle. Ils restèrent longtemps assis en silence. L'horloge sonna. Le feu bougea. Et quelque part dans le chemin, un chien aboya, sa voix lointaine et creuse. Le monde extérieur semblait suspendu à cette étrange immobilité entre la découverte et la compréhension. Finalement, le vicaire dit « Vous pensez qu'elle a pris quelque chose qu'elle n'aurait pas dû ?» Miss Marple leva les yeux. « Mon cher Léonard, je pense qu'elle a peut-être pris ce qui était destiné à être donné. Il y a une différence, même si tout le monde dans ce village ne la connaît pas. » Il se leva pour partir, toujours troublé. Tandis que la porte se refermait derrière lui, Miss Marple tourna doucement la clé dans la serrure et écarta le rideau. La neige tombait de nouveau lentement, délibérément, comme pour effacer des pas encore invisibles. Elle resta là, son reflet à peine perceptible dans la vitre, et pensa aux mots inscrits sur le morceau de tissu brûlé, « Pardonner ». Le pardon exigeait des aveux. Et les aveux, elle le savait, n'avaient pas encore commencé. Quelque part, dans la blancheur voilée au-delà de la fenêtre, une voix lançait un appel faible et incertain, un nom que la neige engloutit aussitôt. Le cri étouffé se perdit dans la blancheur, laissant derrière lui un silence presque forcé, comme si le village lui-même retenait son souffle. Miss Marple resta un instant près de la fenêtre, les doigts effleurant le bord du rideau. Puis elle se dirigea vers son bureau et ouvrit son petit carnet, celui qu'elle utilisait pour ses listes de Noël et, parfois, pour résoudre des énigmes humaines. Sur la première page, elle écrivit 3 noms, le colonel Graves, Madame Alden et Arthur Clegg. En dessous, un simple point d'interrogation. Non pas pour savoir qui avait tué, mais pour savoir pourquoi cela avait valu la peine de mourir. Un léger coup à la porte la fit sursauter. Lorsqu'elle ouvrit, Arthur se tenait de nouveau là, sa casquette à la main, le visage plus pâle qu'auparavant. « Je suis désolé, Miss Marple, de vous déranger si tard, » commença-t-il, le souffle court et haletant. « Mais j'ai trouvé quelque chose à la poste.
après sa fermeture. De la poche de son manteau, il sortit une petite enveloppe au bord brûlé, le rabat ouvert. À l'intérieur se trouvait une photographie déchirée, représentant 2 personnes sur une promenade en bord de mer. Le colonel était immédiatement reconnaissable. La femme à ses côtés, à demi dissimulée par l'âge et l'ombre. Miss Marple l'examina à la lueur de la lampe. « Vous ne l'avez pas montré au sergent Cornish ?» demanda-t-elle doucement. Arthur secoua la tête. Cela lui paraissait étrange. C'était dans le tiroir de Madame Alden. Ce n'était pas une lettre officielle, rien de timbré. Sa gorge se serra. « Vous ne pensez pas qu'elle est enfin... Quel est le colonel ?» Il laissa la question en suspens. « Les gens, dit doucement Miss Marple, nouent des liens étranges dans les recoins les plus discrets de la vie. Parfois par affection, parfois par peur. » Elle retourne la photographie. Au dos, de faibles marques de crayon disaient « Whitby, 1921, notre promesse ». Elle la remit dans l'enveloppe et la lui tendit. « Garde-la précieuse, Arthur. Et souviens-toi, les promesses durent plus longtemps qu'on ne le croit. » Quand il est parti, elle se rassit, la neige tambourinant doucement contre la vitre comme un messager patient. Whitby, 1921. Un autre monde, peut-être, mais cette phrase faisait écho à la lettre trouvée dans la cheminée du colonel Pardonné. Pardon et promesse. Ils coexistent rarement en paix. Le lendemain, le ciel se dégagea et les soupçons s'éclaircirent. Le sergent Cornish, galvanisé par son nouveau rôle, arriva au cottage de Miss Marple pour demander conseil. Ses bottes laissaient des mottes de neige fondante sur son paillasson. Nous avons trouvé un témoin qui annonçait le torse bombé. Le vieux monsieur Pritchard du moulin dit avoir vu Madame Alden passer seule à vélo devant le portail au crépuscule. Personne ne l'a suivi, à sa connaissance. Mais, ajouta-t-il à voix basse, il entendit une calèche plus haut sur le chemin, moins de 10 minutes après. Miss Marple lui sert du thé. Une calèche, par ce temps. C'est étrange. Il hocha la tête avec empressement. Exactement. Ce devait être quelqu'un d'important. Qui d'autre possède encore des chevaux de nos jours? Je me demande si le colonel Graves n'attendait pas de la visite avant que cela n'arrive. Il jeta un coup d'œil vers le feu, comme s'il craignait de nommer l'acte, lui-même. Ou peut-être que quelqu'un l'a suivi jusqu'à chez elle. Elle lui offrit une tranche de gâteau aux graines et dit, presque distraitement, « Savez-vous si le colonel a conservé de la correspondance, outre celle qui a brûlé ?»« Des cartons entiers, » répondit Cornish. « Des tiroirs fermés à clé, pleins à craquer. L'avocat en a examiné une partie, mais il manque les clés pour d'autres. »« Ah !» murmura Miss Marple, « et on a retrouvé une clé, n'est-ce pas ? Chez le vicaire. » Le sergent cligna des yeux. « Oui, cette petite. Vous pensez qu'elle devrait être ici ? Peut-être. Ou peut-être qu'elle devrait être là où on ne s'y attendrait pas. » Après son départ, Miss Marple prit son manteau et se dirigea vers Meadow End. Le dégel avait transformé la neige en gadoue et l'air exhalait une légère odeur de terre humide et de fumée de charbon. Devant la maison du colonel, un agent de police en service la fit entrer après quelques hésitations. Elle parcourut lentement les pièces, remarquant la précision de l'ordre, même dans la mort des bottes cirées près de la porte. Des chapeaux alignés comme des sentinelles, une horloge qui tique avec insistance morale. Dans le bureau, elle se pencha près du bureau et aperçut un carré pâle sur le mur, là où un tableau avait jadis été accroché. Un bout de ficelle était encore accroché au clou. Elle se tourna vers la gouvernante, qui se tenait mal à l'aise près de la porte. « Il y avait une photo ici, n'est-ce pas ?» La femme acquiesça. « Oui, madame. Une photo du colonel et d'une dame, prise il y a des années. Il l'a décrochée la semaine dernière. Il a dit qu'elle avait pris la poussière et s'était chargée de souvenirs. Et qu'est-elle devenue ? Je ne saurais dire, madame. Elle a peut-être été brûlée avec les autres. » Mais son ton laissait transparaître le doute.
Au moment où Miss Marple partait, elle croisa le vicaire sur le chemin, près de sa tombe. « Je viens de chez la sœur de Madame Alden, » dit-il. Elle jura à Émilie que Madame Alden n'avait jamais parlé du colonel autrement qu'avec bienveillance, mais elle mentionna quelque chose d'étrange, une lettre qu'Émilie avait reçue la semaine précédente, non signée, l'avertissant de tenir sa promesse sous peine de conséquences. Elle pensa que c'était une plaisanterie cruelle. Miss Marple fronça légèrement les sourcils. C'est curieux comme on croit rarement aux avertissements, comme aux aveux, avant qu'ils ne se réalisent. Elle marcha un peu à ses côtés, la boue s'enfonçant légèrement dans leurs bottes. « Léonard, te souviens-tu du paquet qu'elle t'a laissé? Celui avec la clé et la feuille blanche. » Bien sûr. Je crois que c'était sa confession. Seulement, elle n'avait pas encore eu le courage de l'écrire. La vicaire soupira. « Tu as toujours tendance à présenter les choses comme morales, Jane, et non comme criminelles. » Elle esquissa un sourire. Elles le sont, généralement. Le crime n'est que le péché qui a trouvé un exutoire pratique. Alors qu'ils approchaient du cimetière, un éclat soudain attira son regard. Quelque chose scintillait près du mur d'enceinte, là où la neige avait fondu. Elle se baissa et ramassa un petit médaillon en argent dont la chaîne était brisée. À l'intérieur, sous le verre, se trouvait une photographie identique à l'image déchirée de la plage, à ceci près que celle-ci était intacte. La même dame, le même colonel, souriant à un été oublié. Au dos était gravée une simple initiale. E, Miss Marple le referma soigneusement dans sa main. L'air s'était rafraîchi, bien que le soleil ne faiblit pas. Comme c'est étrange, murmura-t-elle à moitié pour elle-même, que la vérité se cache par paires, l'une déchirée, l'autre intacte. Peut-être est-ce ainsi que les gens aussi gardent leurs secrets. Le vicaire la regarda d'un air incertain. Croyez-vous que cela signifie qu'elle est vivante? Le regard de Miss Marple s'attarda sur les champs au loin, où la brume commençait à s'élever de la neige fondante. Vivante, dit-elle doucement, ou se souvenant. De toute façon, elle n'a pas encore fini de parler. La brume s'élevait au-dessus des champs comme un souffle lent, tandis que Miss Marple et le vicaire pénétraient dans le cimetière. Le médaillon d'argent reposait frais dans sa paume, son poids presque moral plus que matériel. Elle le glissa dans son réticule et contempla les pierres tombales qui s'élevaient en rangs irréguliers. La mort, pensait-elle, était ordonnée. Ce sont les vivants qui semaient le désordre. Le sergent Cornish surgit de derrière les ifs, sa casquette légèrement de travers et son carnet humide de dégel. « Je vous cherchais, Miss Marple, » dit-il d'un ton enjoué. « Le commissaire est de retour de Much Benham. Il dit que l'enquête aura lieu demain, mais il souhaite des dépositions aujourd'hui, y compris la vôtre. » Son regard se porta sur le vicaire. « Et il y a des nouvelles, monsieur. Un gant de femme a été retrouvé près de l'étang du moulin. On pense qu'il appartient à Madame Alden. » Le vicaire soupira. « Trouvé, sergent ? Un mot qui réconforte rarement. » Le regard de Miss Marple était plus pragmatique. « Oubliez peut-être, sergent. On ne laisse pas tomber un gant dans la neige par accident. Le froid incite à la prudence. » Cornish fronça les sourcils, incertain s'il avait été contredit ou instruit. « La presse pose déjà des questions, » dit-il. « Ils ont envoyé un homme du County Chronicle. Il prétend que le colonel aurait pu être victime de chantage. Je lui ai raconté des bêtises, bien sûr. » Sa voix trahissait le contraire. Il paraît néanmoins qu'il s'est disputé par lettre il y a quelques semaines, avec quelqu'un qui n'utilisait que des initiales. Miss Marple acquiesça d'un signe de tête, imperturbable. « Les initiales sont utiles, » remarqua-t-elle. « Elles préservent les convenances, tout en révélant les intentions. » Elle ajusta ses gants. « Vous direz au commissaire que je serai là à 14 heures. En attendant, sergent, je vous serai reconnaissante de bien vouloir demander à Arthur Clegg de ne rien détruire sur le bureau de Madame Alden avant que je puisse lui parler. »
Cornish la regarda avec curiosité. « Croyez-vous que le garçon soit impliqué, madame ?»« Uniquement par hasard, » répondit-elle doucement. Mais le hasard peut être le plus dangereux des complices. Arrivé au portail, le vicaire s'attarda. « Vous voulez parler à Arthur ?»« Oui, » répondit Miss Marple. « Il me semble être du genre à dissimuler une culpabilité qui n'est pas la sienne. Et ce sont ceux-là, Léonard, les plus difficiles à sauver. » Le bureau de poste était sombre et bien rangé lorsqu'elle arriva. Arthur était assis derrière le comptoir, triant des enveloppes avec une précision excessive. Une odeur de papier humide flottait dans l'air. Il s'arrêta net à son entrée. « Je vous attendais, madame. »« C'est très sage de votre part, » dit-elle en souriant. S'attendre à quelque chose le rend généralement moins effrayant. Elle posa son manchon sur le comptoir. « Vous m'avez dit un jour que madame Alden admirait les lettres du colonel. En a-t-elle jamais reçu de lui ?» Il hésite. « Quelques-unes privées. Elle les gardait enfermées dans son tiroir. Je ne les ai jamais lues, bien sûr. »« Bien sûr, » dit Miss Marple d'un ton doux. « Mais avez-vous remarqué qu'elle les avait encore la semaine dernière ?» Son visage s'empourpra. « Non, madame. Elle en a brûlé quelques-unes mercredi soir. Je m'en souviens car elle a utilisé le petit poêle dehors et a dit qu'elle n'aimait pas l'odeur du vieux papier. » Le regard de Miss Marple s'adoucit. Brûler des lettres en plein hiver. Un geste final, n'est-ce pas? Il ne dit rien. « Arthur, reprit-elle, avait-elle l'air effrayé? » Il déglutit difficilement. « Pas effrayé, résigné, peut-être. » Elle disait que les choses finissaient toujours par boucler la boucle, qu'il valait mieux en finir avec quelque chose que d'en être fini avec. Il baissa les yeux. Je ne la comprenais pas à ce moment-là. Miss Marple tapota du doigt le comptoir. La mort du colonel avait certes mis un terme à quelque chose, mais pas à ce qu'elle avait en tête. Voyez-vous, Arthur, je crois qu'elle connaissait une vérité à son sujet, une vérité que quelqu'un d'autre craignait de voir éclater. Et la peur, comme la neige, recouvre tout jusqu'à ce qu'elle fonde. Elle rassembla son manchon. Gardez espoir, ma chère. La vérité finit toujours par être révélée. Dehors, l'air se chargeait de grésil. Les flocons lui piquèrent le visage tandis qu'elle regagnait la rue principale. Le village semblait étouffé par sa propre conscience. À la vitrine de l'épicier, Madame Price Ridley et Mademoiselle Hartnell étaient déjà plongées dans une profonde consultation, le visage grave et vertueux. Au passage de Mademoiselle Marple, elle entendit les mots « attachement interdit » et « pardon », prononcés avec une délectation dissimulée sous des airs de pitié. La respectabilité, pensa-t-elle, n'était qu'un magnifique rideau, pourvu qu'on n'en regarde jamais derrière. L'après-midi, elle assiste à l'enquête du commissaire dans le salon du presbytère. Chalmers, le visage rougeaud et imposant, était assis d'un air brusque, presque sur la défensive. « Une simple formalité, mademoiselle Marple, » dit-il. Le rapport du docteur Haydock confirme l'arrêt cardiaque, mais le moment pose problème, il n'avait pas dîné, et le verre de whisky à côté de lui ne contenait que de l'eau. Étrange, en effet. Ce n'était pas un homme de bonne volonté. On s'abstient souvent de boire lorsqu'on prévoit d'écrire des lettres importantes, dit doucement Miss Marple. La sobriété donne du courage à la conscience. Chalmers laissa échapper un petit rire. « Vous avez le don de rendre la méchanceté philosophique, madame. »« Je n'y penserai même pas, » répondit-elle. « La méchanceté est presque toujours pragmatique. C'est l'innocence qui requiert de l'imagination. » Le commissaire feuilleta ses notes. « À propos de cette madame Alden, si elle a fui, c'est un crime. Si elle est morte, c'est une tragédie. Dans les deux cas, c'est troublant. » Il se pencha en avant. « Et ce médaillon que vous avez trouvé, vous nous l'avez remis ?»« Pas encore, » répondit Miss Marple. « Je préfère comprendre un objet avant de le confier. » Il fronça les sourcils. « Vous pensez que c'est un indice ? Tout est indice, commissaire. Même ce que les gens choisissent d'ignorer. » Il marmonna quelque chose à propos de philosophes de village et la congédia.
Miss Marple se leva, le remercia gentiment et s'éloigna par l'allée du jardin. Le crépuscule était arrivé tôt, les lampadaires de la rue auréolés d'un halo doré à travers la brume. Elle s'arrêta près de la grille de l'église et sortit de nouveau le médaillon. La gravure de l'initiale E capta les derniers rayons du soleil. Elle pensa au regard serein d'Emily Alden et à l'orgueil inflexible du colonel, deux tempéraments voués à s'affronter, mais peut-être jamais avec malice. Un léger murmure parcourut la place, non pas le vent, mais une voix qui l'appelait. Arthur, de nouveau, courait, essoufflé, la neige sifflant sous ses bottes. « Miss Marple !» Ils ont ouvert le bureau du colonel avec la clé du vicaire. Il s'arrêta, à bout de souffle. Il y avait une seconde lettre à l'intérieur, adressée à Madame Alden, datée du matin de sa mort. « Et » demanda-t-elle doucement. « Et elle a disparu, madame. Le tiroir est vide. » L'horloge du village sonna 6 heures, chaque coup résonnant distinctement dans l'air froid. Les yeux de Miss Marple se plissèrent légèrement, mais son ton demeure calme. « Arthur, il semblerait que quelqu'un d'autre ait commencé à lire la vérité avant nous. » Le son de la dernière cloche persistait entre eux, une note qui refusait de s'éteindre. L'écho de l'horloge résonnait encore dans l'air glacial lorsque Miss Marple se tourna vers le portail du presbytère. Arthur, pâle et essoufflé, se tenait à ses côtés, l'urgence sur son visage aussi vive que le froid. « Parti », répéta-t-il, impuissant. « Il devait être là, madame. Le tiroir était fermé à clé et le concierge a juré que personne n'y avait touché depuis ce matin. » Miss Marple resserra son châle autour d'elle. « Mon cher garçon, les tiroirs ne s'ouvrent pas tout seuls et les lettres ne disparaissent pas sans qu'on les lui demande. Ce sont toujours les gens qui déplacent les choses, surtout lorsqu'ils veulent ranger. » Elles traversèrent la place ensemble, les lampes vacillant dans les nappes de brume. À l'orée du Green, les volets de l'épicier venaient de se baisser, et Madame Price Ridley s'attarda avec la délectation de quelqu'un persuadé que la soirée réservait encore des rebondissements. « Vous avez entendu parler de la nouvelle, j'imagine, » dit-elle aussitôt. « On dit que le colonel a écrit à cette femme, Madame Alden, pour tout avouer. Et maintenant, la lettre a disparu. Tant mieux peut-être, nous avons déjà assez honte sans cette preuve écrite. » Miss Marple esquissa un sourire. « Je pense souvent, chère Madame Price Ridley, que la honte ne s'atténue pas avec l'absence de papier. Elle a plutôt tendance à se réimprimer sur les visages. » Arthur semblait prêt à prendre la défense de Madame Alden, mais la main de Miss Marple sur son bras le retint. Ils poursuivirent leur chemin vers le presbytère, où une faible lumière filtrait à travers les rideaux du bureau. Le vicaire, toujours vêtu de son pardessus, sort une liasse de billets. « Jane, » dit-il, surpris, « vous êtes bien sûr au courant. La lettre a disparu. Chalmers est hors de lui. » Miss Marple acquiesça. « C'est tout à fait normal. La disparition de documents perturbe davantage l'autorité que la disparition de personnes. » Son regard se posa sur la cheminée. « Pourrions-nous nous asseoir un instant? Je trouve la vérité plus facile à percevoir quand j'ai chaud. » Elle s'installa près du feu et attendit que la bouilloire siffle. « Léonard, » dit-elle doucement. La deuxième lettre du colonel était-elle destinée à tous ou à une seule personne? À Madame Alden, paraît-il, date de ce matin. Mais pourquoi aurait-il écrit s'il n'avait rien à envoyer? « Ah !» murmura Miss Marple, peut-être n'avait-il pas l'intention de l'envoyer. Certaines confessions ne servent qu'à éprouver le cœur. Arthur, qui était resté silencieux jusque-là, prit soudain la parole. S'il avouait, peut-être lui avait-il fait du tort. Peut-être l'apprenait-elle trop tard. Le vicaire secoua la tête. C'était une femme respectable, mon garçon. Quoi qu'il se soit passé entre eux, elle ne s'abaisse pas à la vengeance. Les aiguilles à tricoter de Miss Marple, cliquant doucement, elle, les avait prises sans s'en apercevoir. La vengeance, dit-elle, n'est que la manifestation d'une conscience blessée
incapables de pardonner. Certains punissent les autres, d'autres se punissent eux-mêmes. Madame Alden a peut-être choisi cette dernière option. La sonnette retentit. Le sergent Corniche entra, dégoulinant de neige et d'importance. « Bonsoir, révérend. Mademoiselle Marple. » Il marque une pause, ôtant ses gants. Il y a autre chose. L'enquête a été reportée, les médecins ayant trouvé des traces d'une substance dans le thé du colonel. Pas assez pour tuer sur le coup, mais suffisamment pour provoquer un choc. Son regard oscillait entre eux. De la strychnine, peut-être. Nous effectuons des analyses pour en être sûrs. Arthur eut un hoquet de surprise. Alors c'était un meurtre. Corniche bombait le torse. Tout porte à croire que oui. Mais qui verserait du poison dans le thé chez soi? La tasse était propre, aucune trace de doigt. Pourtant, c'est bien Madame Alden qui lui apportait son courrier, non? Son ton trahissait la satisfaction d'avoir enfin trouvé une explication. Miss Marple l'examina d'un air mesuré. « Sergent, avez-vous déjà rencontré des empoisonneurs qui préviennent d'abord? Ils préfèrent le silence aux signatures. » Corniche rougit, partagé entre la réprimande et l'indignation. « Vous allez donc dire que c'est quelqu'un d'autre? » « Je dirais, » répondit Miss Marple, « que les apparences sont parfois les plus trompeuses. » Quand il est parti, Arthur se tourna vers elle, agité. Il va les faire chercher son corps. « Oui, » dit Miss Marple, « et s'ils cherchent bien, ils trouveront peut-être quelque chose, même si ce ne sera pas forcément ce qu'ils espèrent. » Elle se leva et prit son manteau. « Je dois aller voir l'étang du moulin avant la nuit. » Le vicaire protesta, mais elle se contenta de sourire. « À mon âge, Léonard, on ne craint pas l'eau froide, seulement le temps perdu. » Elle et Arthur empruntent le sentier longeant la haie, où la neige s'était amincie en traînées grises. L'étang était à moitié gelé, l'eau en dessous frémissant légèrement contre la glace. Le gendarme de service toucha sa casquette. « Rien encore, Miss Marple, juste le gant. » Elle baissa les yeux vers lui, là où les roseaux affleurent à surface. « Main gauche, » murmura-t-elle. « Étrange. Les femmes laissent rarement tomber celle qui tient la lettre. » Arthur fronça les sourcils. Alors elle avait l'intention de le laisser là? Peut-être. Ou quelqu'un voulait nous faire croire le contraire. Le regard de Miss Marple se porta sur la rive opposée, où la terre était remuée en une longue ligne peu profonde. « Cette parcelle, sergent, est-elle nouvelle? » « Le chien a creusé, » dit-il nonchalamment, mais elle s'approcha, plissant les yeux pour scruter le sol. « Non, les marques sont régulières. Une bêche, pas une patte. » Sa voix était calme. Pourtant le gendarme se raidit. « Nous allons chercher le commissaire, » marmonna-t-il, en se précipitant vers la route. Miss Marple ne bougea pas. Elle observa la forme du sol remué, le visage pensif mais non alarmé. « Arthur, » dit-elle doucement, « j'ai connu un jardinier qui enterrait les mauvaises herbes au lieu de les brûler. Il disait que cela lui évitait bien des ennuis, mais qu'elle repousse plus vigoureusement. Je me demande si les meurtriers en tirent un jour la même leçon. » Ils attendirent en silence jusqu'à ce que la lumière décline, l'étang prenant l'éclat terne de l'étain. Lorsque Chalmers arrive avec ses hommes et commence à creuser, Miss Marple se tient à l'écart. Les bêches fendaient la terre ameublie d'un coup sec. Au bout d'un instant, l'une d'elles s'arrêta dans un bruit sourd. Quelque chose de pâle apparut sous un paquet enveloppé dans un tissu, pas plus gros qu'une miche de pain. Chalmers le déballa avec précaution. À l'intérieur, il n'y avait personne, mais une boîte en bois, tachée d'eau et scellée à la cire. Sur son couvercle, en lettres noires soignées, était écrit « Pour la vérité, quand la neige fondra ». Le commissaire semblait perplexe. « Une confession ?» murmura-t-il. Miss Marple fixait l'inscription. « Peut-être, » dit-elle d'un ton indéchiffrable.
Mais de qui? Le bruit des pelles cessa. La nuit les enveloppa. Au loin, une cloche d'église sonna 7 heures, et la brume s'éleva de l'étang comme un lent souffle. La brume s'accrochait au sol, tandis que la boîte était portée dans le presbytère, son bois humide laissant une traînée sombre sur les dalles. L'inspecteur Chalmers suivit, marmonnant à propos de la mise en scène, tandis que Miss Marple, sans se presser, rapprochait une chaise de l'âtre. « Mieux vaut la sécher d'abord », conseilla-t-elle. « La vérité, comme du papier humide, se désagrège si on l'ouvre trop tôt. » Arthur se tenait près de la porte, pâle et agité, le regard fixé sur la petite boîte, comme si elle pouvait respirer. Le vicaire alla chercher une serviette, et Chalmers, fronçant les sourcils, déchira le seau de cire avec son canif. Une légère odeur de renfermé s'en échappa, comme celle de lettres longtemps conservées au grenier. À l'intérieur se trouvaient plusieurs feuilles de papier, pliées avec un soin méticuleux, et une enveloppe adressée de la main du colonel. À n'ouvrir que par justice, et non par curiosité. Le commissaire laissa échapper un soupir de frustration. Des énigmes, pourquoi ne donne-t-elle jamais de réponse claire? Miss Marple, sans broncher, prit les papiers. Parce que les réponses claires sont rares, il faut se contenter de bonnes intentions. Elle déplia la première page. Ce n'était ni une confession, ni vraiment une lettre, mais plutôt une série de notes brèves, factuelles, au ton presque militaire. Chaque ligne mentionnait une date, une somme d'argent et une initiale. Certaines étaient marquées d'une croix, d'autres soulignées. En bas, il était écrit « Si cela lui parvenait, elle saurait ce qu'elle doit pardonner ». Le vicaire fronça les sourcils. De l'argent? Des dettes? Peut-être des remboursements, murmura Miss Marple, ou la preuve d'une dette en nature. La question morale est la plus difficile à trancher. Chalmers se pencha. « Et qui est-ce » demanda-t-elle. « La femme Alden, bien sûr. »« C'est possible, » répondit-elle. Le colonel avait d'autres correspondants. Son regard s'attarda sur l'initiale A, soulignée. Il faut se garder d'attribuer la culpabilité au nom le plus sentimental. Arthur s'approcha. Alors Madame Alden n'aurait peut-être pas... Nous verrons bien, interrompit doucement Miss Marple. La culpabilité, comme le gel, a tendance à se former là où régnait autrefois la chaleur. Le commissaire ramassa les papiers restants d'un air irrité. Nous les apporterons au poste. Pour un examen approfondi, vous comprenez. Miss Marple inclina la tête. Naturellement. Mais peut-être qu'une petite requête me permettrait de garder l'enveloppe. Elle pourrait me révéler ce que la justice représentait pour lui. Il hésita, puis céda. Une fois les hommes partis, il ne restait plus que le vicaire, Miss Marple et Arthur. La boîte reposait sur la table, son vide désormais plus éloquent que son contenu. Le vicaire attisa le feu, faisant jaillir des étincelles. « Pensez-vous que cela l'absout, Jane » demanda-t-elle. « L'absolution, » répondit-elle, « exige que les vivants soient jugés dans leur propre cœur. Nous ignorons encore si elle en aura l'occasion. » Arthur semblait abattu. « Si elle est vivante, elle se cache. Et si elle se cache, c'est qu'elle a peur, » dit doucement Miss Marple. « Et la peur, mon cher garçon, est souvent l'ombre projetée par le mensonge d'autrui. » La femme du vicaire entra discrètement, le visage soucieux. Jane, la femme de chambre du recteur, venait de Green. On a reçu des nouvelles de la gare. Un billet pour Londres a été acheté au nom de Madame Alden la nuit suivant la mort du colonel. Personne ne peut jurer l'avoir vue monter à bord. Miss Marple se leva. Ah, elle souhaitait donc qu'on la croie partie. Il y a une grande différence entre partir et laisser quelqu'un regretter son absence. Plus tard, à la tombée de la nuit, Miss Marple regagna son cottage. La neige avait de nouveau gelé, scintillant comme du verre pilé sous les réverbères. Dans son salon, elle posa l'enveloppe du colonel sur la table et l'examina.
L'écriture était régulière, mais soignée. L'encre légèrement bavée dans un coin, non par accident, mais à cause d'un doigt pressé trop tôt. Elle la tint à la lumière. Un filigrane discret apparut sous l'adresse E. Alden & Son, papetier de Whitby. Elle esquissa un sourire, attristé. Comme le monde paraît ordonné quand les noms retrouvent leur origine. Elle sortit de son tiroir la photo déchirée de la mère et la posa à côté de l'enveloppe. La même main, sûre, avait écrit sur les deux. Promesse, dette, pardon, le même triangle d'intention. Ses pensées furent interrompues par un coup à la porte, hésitant, délibéré. Ouvrant, elle découvrit le docteur Haydock, de la neige sur son manteau et l'irritation dans la voix. « Vous êtes encore debout tard, Jane. Je viens de quitter le poste de commissaire. Il est persuadé que Madame Alden a empoisonné le colonel. Mais il y a quelque chose de louche dans le timing. Le thé qu'il a bu avait été infusé des heures auparavant par sa propre gouvernante. Aucune trace de poison dans la théière. Miss Marple lui fit signe d'entrer. Alors, cela a dû arriver plus tard. Il acquiesça. Dans sa tasse, peut-être, ou son verre. Sauf que les analyses n'y révélaient rien non plus. C'était comme s'il l'avait pris lui-même. Ses paroles résonnèrent étrangement dans l'air chaud. Elle lui sert du thé, d'un ton calme. On ne s'empoisonne que rarement, sans raison. La vanité, parfois, nous rend plus souvent orgueilleux. « Vous pensez au suicide ?»« Non, dit-elle, trop désordonné. Mais peut-être quelqu'un l'a té, il persuadait que la vérité était pire que la mort. C'est peut-être le poison le plus cruel qui soit. » Le médecin l'observa, mi-exaspéré, mi-admiratif. « Vous décrivez toujours le meurtre comme une dissertation morale. »« C'est généralement le cas, » répondit-elle en souriant. « Seule l'écriture varie. » Quand il est parti, elle se rassit à table, observant le coin taché de l'enveloppe. Il y avait plus que de l'encre, une fine poussière grise, presque imperceptible, s'accrochait aux fibres. Elle la déposa délicatement sur un morceau de papier. De la cendre, la même cendrée pâle que celle du foyer du colonel. Elle plia le papier et le posa près du médaillon. Les trois objets, le médaillon, la photographie et la lettre, formaient un motif discret de retour. Les secrets, pensa-t-elle, avaient la patience de la neige. Ils attendèrent la chaleur pour révéler leur forme. Une rafale de vent fit trembler les vitres. Un autre bruit suivit un coup, doux mais pressant, à la porte de derrière. Miss Marple se leva, lampe à la main. Le faisceau éclaira le seuil, où de légères empreintes de pas marquaient la neige. Elle ne menait que dans un seul sens, vers sa maison. Les empreintes devant la porte de derrière étaient si discrètes qu'elles semblaient plus suggestives que réelles, de petits ovales délicatement imprimés dans la neige croûtée. Miss Marple leva la lampe, sa lueur capturant le givre comme un filet d'or. On frappa de nouveau, plus doucement cette fois, comme si quelqu'un craignait d'être entendu. Lorsqu'elle ouvrit la porte, la lumière de la lampe révéla la silhouette d'une femme, enveloppée dans un manteau saupoudré de givre. « Madame Alden !» dit doucement Miss Marple, comme si elle saluait une paroissienne en retard pour les vêpres. La femme chancela, le visage pâle et crispé par le froid. « Vous n'auriez pas dû venir, » murmura-t-elle. « Il croit que je suis partie à Londres. » Miss Marple s'écarta et l'invita silencieusement à entrer. « Asseyez-vous, ma chère, vous constaterez que la bouilloire est plus indulgente que la loi. » Madame Alden obéit sans protester, les mains tremblantes, tandis qu'elle retirait ses gants. Son regard se posa sur les objets posés sur la table, l'enveloppe, le médaillon, la photographie, et elle laissa échapper un gémissement de désespoir. « Alors, tout est retrouvé. Je pensais que la neige le cacherait plus longtemps. » Miss Marple versa le thé, ajoutant une cuillère de sucre supplémentaire sans qu'on le lui demande. « La neige cache bien des choses, mais jamais les bonnes, » dit-elle doucement.
Voulez-vous me dire pourquoi vous avez laissé le gant près de l'étang » Madame Alden leva brusquement les yeux. « Vous le saviez. »« On apprend à remarquer quand une absence est trop délibérée, » répondit Miss Marple. « Une femme ne laisse un gant que lorsqu'elle veut que l'on regarde au mauvais endroit. » Un silence s'installa, seulement troublé par le lent crépitement du feu. Puis la jeune femme prit la parole d'une voix voilée par la fatigue. Ça ne devait pas se terminer ainsi. J'étais allé voir le colonel ce soir-là. Oui, j'avais pris ses lettres. Je voulais qu'il arrête d'écrire. Il avait dit qu'il avait brûlé les anciennes, que c'était fini. Mais ensuite, il m'a montré la photo, celle de Whitby, et a dit que le pardon n'était possible que si je l'aidais à oublier. Sa voix tremblait. Il voulait que je détruise la dernière preuve que nous nous étions connus. Et quand j'ai refusé, il a ri. Il a dit qu'il avait déjà écrit une lettre que le monde entier lirait, au cas où il lui arriverait quelque chose. Miss Marple écoutait sans s'interrompre, les yeux rivés sur la vapeur qui s'échappait de la tasse de thé. « Et l'a-t-il fait » demanda-t-elle doucement. « Écrire une telle lettre ?» Madame Alden acquiesça. Il a dit qu'elle était enfermée dans son bureau, la lettre et son livre de comptes. Il comptait l'envoyer à son notaire le lendemain matin. Mais quand je suis parti, il était encore vivant. Je le jure, il m'a même raccompagné jusqu'à la porte. Les aiguilles de Miss Marple reposent inertes sur ses genoux. Et après, j'ai entendu la calèche dans l'allée. Quelqu'un d'autre arrivait. Je ne me suis pas retourné. J'ai cru qu'elle avait hésité. J'ai cru que si je partais, personne ne pourrait lui faire de mal à travers moi. Elle porta une main à sa tempe. Quand j'ai lu le récit de sa mort, j'ai su à quoi cela ressemblerait. Alors je me suis caché. Je pensais que la vérité resterait enfouie sous la neige. Miss Marple se leva, se versa une nouvelle tasse et la posa devant elle. « Ma chère, le problème avec la vérité, c'est qu'elle ne tient pas en place. Elle se dérobe sous nos pieds comme la glace qui fond. On ne peut l'enterrer sans finir par s'effondrer. » Son ton était doux, mais son regard restait scrutateur. « Vous avez dit que quelqu'un d'autre venait. Savez-vous qui » Madame Alden hésite. « Je ne saurais dire. Mais il me semblait avoir entendu un cheval, pas une charrette, une calèche. Il n'y a plus qu'un seul homme dans la paroisse qui possède des chevaux. » « Le cocher du recteur » demanda Miss Marple. « Non, » répondit-elle d'une voix faible. « Le capitaine Denham, cousin du colonel Graves. Il venait parfois quand il avait besoin d'argent. Le colonel le détestait, mais ne pouvait jamais lui refuser quoi que ce soit. » Elle leva les yeux, la peur brillant dans son regard. « Vous ne croyez pas ?» La réponse de Miss Marple fut douce. « Je crois que le colonel pensait que le pardon implique un paiement, et certaines dettes sont recouvrées trop tard. » Elle croisa les mains. « Connaissez-vous la boîte enterrée près de l'étang » ? « Non » murmura Madame Alden. « Je ne l'avais jamais vue. Mais il a parlé une fois d'une chose qu'il appelait son assurance, et a dit que si jamais quelqu'un essayait de le ruiner, cette boîte parlerait après sa mort. » Miss Marple la regarda avec une compassion silencieuse. Puis, elle prononça les mots, même si ce n'était pas tout à fait dans la langue qu'il attendait. Elle se leva et se dirigea vers la petite fenêtre. La neige, au loin, scintillait faiblement, comme du papier sous la lumière d'une lampe. « Vous avez bien fait. Nous devrons parler à l'inspecteur Chalmers demain matin. Mais ce soir, reposez-vous ici. Il n'y a aucun mérite à fuir la tempête une fois qu'elle est passée. » Madame Alden se leva en titubant. « Me croyez-vous » ? « La croyance, » dit Miss Marple, « est une question de comportement. Vous agissez comme une femme qui a perdu quelque chose auquel elle tenait trop pour en tirer profit. » Tandis que la femme montait dans la chambre d'amis, Miss Marple resta près du feu, le visage impassible. L'enveloppe était toujours sur la table. Elle la retourna une fois encore, examinant la fine poussière qui y adhérait, non pas de la cendre, comprit-elle à présent, mais quelque chose de cristallin. Du sel peut-être, ou des larmes séchées,
avant même d'avoir coulé. Vers minuit, le vent se leva de nouveau, faisant trembler les fenêtres comme des doigts impatients. Miss Marple attisa le feu, dont les flammes s'inclinèrent. À l'étage, une lame de parquet craqua, non pas sous le pas léger d'un invité, mais sous le poids lent et délibéré d'une présence tapie dans l'ombre. Elle leva la lampe, dont la lueur effleura la cage d'escalier, et tendit l'oreille. La maison était plongée dans ce silence étrange, comme une respiration retenue avant une confession. Puis, des ténèbres d'en haut, une voix s'éleva, non pas effrayée, mais résolue, comme longtemps retenue. « Miss Marple, dit-elle doucement, il y a quelque chose dans mon manteau, je crois que c'était pour vous. » Miss Marple leva la lampe, la flamme tremblante, et se tourna vers l'escalier. Madame Alden se tenait à mi-hauteur, pâle dans la lueur, son manteau négligemment drapé sur un bras. Son expression n'exprimait pas la peur, mais une résolution réticente, comme celle de quelqu'un qui a longtemps répété une confession. Dans la doublure, dit-elle doucement, « Je ne savais pas qu'elle était là avant de l'accrocher près du feu. Quelque chose de dur, cousu profondément, presque caché. » Miss Marple lui fit signe d'avancer. Ensemble, elles découvrent l'ourlet avec une petite paire de ciseaux à broder rangés dans un pot près de la lampe. Un étroit étui métallique, du genre de ceux qu'on utilise pour les lettres de voyage, sort du pli. Il était cabossé, le fermoir grippé par le temps. À l'intérieur se trouvait une simple feuille de papier, pliée en deux et marquée par l'humidité. En haut, de la main inimitable du colonel, on pouvait lire « À qui de droit ?» Madame Alden eut un hoquet de surprise. Il l'avait bien écrit. Mais pourquoi l'avoir caché là? Miss Marple examina la page sans l'ouvrir. « Parce que, ma chère, il a fait confiance à la mauvaise main. Ceux qui craignent d'être découverts choisissent souvent la conscience la plus commode pour porter leur fardeau. » Elle posa l'étui sur la table, sa surface froide reflétant la lumière de la lampe. « Vous pouvez le lire, si vous le souhaitez. » La femme hésita, puis secoua la tête. « Non, je crois en avoir déjà assez lu dans ses pensées. » Miss Marple hocha la tête une fois et déplia la lettre. L'encre avait bavé, mais les mots restaient lisibles. Ce n'était ni une confession, ni une accusation. Simplement un récit. Le colonel admettait avoir couvert les méfaits d'un autre des années auparavant, par orgueil et par pitié. Il avait détenu des documents prouvant un détournement de fonds d'une fiducie, non pas son propre crime, mais celui d'un parent qu'il décrivait simplement comme l'imprudent. Il écrivait que la dette avait été remboursée, mais pas en argent. Au bas de la lettre, sa dernière phrase restait simple. « Le pardon est dû, il ne se demande pas. » La main de Madame Alden se porta instinctivement à sa bouche. Ce n'était donc pas moi, mais son cousin, le capitaine Denham. Ça ne peut être que lui. Elle recula, comme si la révélation allait la frapper de plein fouet. Il l'avait perdue en disant que le colonel avait tout étouffé. Miss Marple replia le journal d'un ton égal. Peut-être. Ou peut-être le colonel lui avait pardonné trop tard pour éviter une nouvelle erreur. Un bruit extérieur les interrompit le crissement de bottes sur le sol gelé, sec et déterminé. Un instant plus tard, on frappa à la porte d'entrée, d'une voix officielle et assurée. L'inspecteur Chalmers entra, la nuit encore, collé à son manteau. « Bonsoir, Miss Marple. On m'a dit que vous receviez un fugitif. » Son regard se posa sur Madame Alden, qui se redressa avec une dignité lasse. « Je suis venue me rendre, » dit-elle simplement. « Mais je n'ai rien à avouer. » Chalmers renifla. « L'avenir nous le dira. » Miss Marple intervint d'un ton suave, avant de juger « Inspecteur, vous pourriez examiner ceci. » Elle lui tendit la lettre pliée. Il la parcourut du regard, le visage crispé. Il admet donc avoir fait du chantage ou l'avoir dissimulé. Dans les deux cas, c'est un motif suffisant pour qu'on le fasse taire. Ses yeux se plissèrent. « Vous comprenez, Madame Alden, que cela aggrave votre histoire.
au lieu de l'améliorer. Vous aviez toutes les raisons de faire en sorte que cette affaire reste étouffée. J'avais des raisons, dit-elle, mais pas la volonté. La conviction tranquille dans sa voix surprit même Chalmers. Vous ne pouvez pas comprendre ce que c'est que de vivre sous le poids du passé de quelqu'un. Je voulais seulement que cela cesse, pas me venger. Le commissaire hésita. Miss Marple observa le conflit intérieur qui se lisait dans son regard, puis demanda au commissaire « Puis-je vous demander où se trouve le capitaine Denham ce soir ?» À l'auberge, Chalmers répondit d'un ton bourru. « Il prétend être descendu de Bristol après avoir appris la mort de son cousin. Arriver le lendemain matin était bien trop opportun, à mon avis. » Miss Marple esquissa un sourire. J'ai constaté que la facilité est le camouflage de la culpabilité. Elle se pare d'alibi à chaque instant. Elle se tourna vers Madame Alden. « Vous passerez la nuit ici. Je veillerai à ce que la porte soit bien verrouillée de l'intérieur. » Lorsqu'elles se retrouvèrent seules, Madame Alden s'affaissa dans le fauteuil près de la cheminée. La fatigue des journées semblait l'accabler. « Il a pardonné à Denham, » murmura-t-elle. « Moi, jamais. » Est-ce que cela me rend pire que lui? Miss Marple posa une main sur son épaule. Cela vous rend humaine. On en vit rarement les saints, avant qu'ils ne soient morts. Elle attisa le feu et ajusta la lampe. Dans la pénombre, la pièce semblait plus douce, la peur s'estompant en une douce lassitude. « Dors un peu, » dit-elle. « Le matin est un conseil plus clair que la culpabilité. » Mais au moment de partir, elle aperçut un mouvement par la fenêtre, un scintillement de lumière au-delà de la haie, comme si quelqu'un avait dissimulé trop hâtivement une lanterne. Elle s'approcha du rebord de la fenêtre et jeta un coup d'œil dehors. Une ombre se déplaça près du portail du jardin. La silhouette était grande et drapée. La lueur de la lanterne brilla un instant sur une main gantée, puis s'éteignit. Miss Marple plissa les yeux. « Un visiteur, à une heure pareille, » murmura-t-elle. Au bout du chemin, parvint le faible hennissement d'un cheval, aussitôt étouffé. La nuit retomba dans le silence. Miss Marple demeura immobile, son esprit rassemblant les fragments, une calèche sur le chemin, un cousin endetté, une lettre scellée pour que justice soit faite. Elle baissa la lampe jusqu'à ce qu'elle ne fasse plus qu'un faible vacillement. Et dans la pénombre, son expression était calme, presque tendre, comme si elle plaignait quiconque croyait que la neige pouvait garder un secret. À l'étage, les pas de Madame Alden résonnèrent une fois sur le plancher, puis s'arrêtent. Dehors, invisibles, d'autres empreintes rejoignirent les premières, leur trajectoire serpentant vers le presbytère. L'air nocturne, au-delà de la fenêtre, était lourd d'un silence qui semblait répondre. Miss Marple garda la lampe tamisée, son faisceau lumineux ne dépassant pas la taille de son panier à tricot. Dehors, le léger crissement des bottes sur la terre gelée se faisait entendre, lent et régulier. Quiconque empruntait le chemin le connaissait suffisamment bien pour ne pas s'y tromper. Elle attendit que le bruit s'éloigne vers le presbytère, puis prit son manteau. En bas, Madame Alden remua dans son fauteuil près du feu. « Vous l'avez entendu aussi » murmura-t-elle à voix basse. « Il est venu. » Miss Marple noua son foulard avec une précision sereine. « C'est possible, » dit-elle. Mais il ne faut jamais présumer des intentions d'un visiteur simplement parce qu'il arrive à la faveur de la nuit. Il pourrait s'agir de culpabilité en quête de réconfort ou d'innocence en quête de preuves. Elle prit sa canne. « Restez ici, ma chère. Verrouillez la porte derrière moi. » La place du village baignait dans un pâle clair de lune, la neige désormais grossière et granuleuse, ne reflétant guère de chaleur. Tandis qu'elle marchait, les pensées de Miss Marple suivaient le rythme silencieux de ses pas. Son cousin, le capitaine Denham, soldat jadis, joueur invétéré, avait été le fil invisible reliant tous ses soupçons. L'argent, l'orgueil et une certaine vanité héréditaire
formèrent la trinité familière de la ruine. Pourtant, la vanité seule ne tue jamais. Elle se demandait ce que les derniers mots du colonel, le pardon et dû. Il ne se réclame pas, avait-ce bien pu signifier pour un tel homme. Elle s'arrêta devant le portail du presbytère. Une faible lueur filtrait à travers les rideaux du bureau. À l'intérieur, le feu avait faibli et une odeur de laine humide persistait. Sur la table reposait la boîte qu'ils avaient déterrée près de l'étang, son couvercle entr'ouvert, des papiers éparpillés dans un désordre délibéré. Et à côté, face à l'âtre avec une nonchalance provocante, était assis le capitaine Denham en personne. Il leva les yeux avec un sourire qui, jadis, aurait pu charmer un public moins perspicace. « Ah, Miss Marple, excusez-moi de vous déranger. Le révérend a été appelé par un paroissien, et le commissaire, j'imagine qu'il a déjà tranché sur ma culpabilité. Je suis venu consulter ces documents avant qu'ils ne disparaissent sous les coups de la police. » Son ton était familier, mais sa main reposait trop légèrement sur l'accoudoir de sa chaise prête, pensa-t-elle, à bondir. « Je doute qu'elle disparaisse, » dit Miss Marple en posant sa canne. « Le papier a une façon bien à lui de survivre à ceux qui en font un mauvais usage. Comme la mémoire. » Elle jeta un coup d'œil aux pages éparpillées. « J'imagine que vous espériez trouver votre nom barré. » Il laissa échapper un petit rire. J'espérais trouver mon nom complètement disparu. Le colonel était un homme ordonné qui aimait que les dettes paraissent symétriques. Elle l'observa avec douceur. Pourtant, la symétrie est rarement de mise en matière morale. L'un des deux camps a toujours l'impression d'avoir payé plus cher. Sa mâchoire se crispa. Il avait pardonné trop publiquement. Il en avait fait une mise en scène. Appelez-vous cela de la miséricorde? Non, dit-elle doucement. Ce n'est que de la vanité déguisée en vertu. Le pardon peut être aussi cruel que la vengeance lorsqu'il est donné pour affirmer sa supériorité. Denham se pencha en avant, la voix rauque. Il allait révéler les méthodes de son livre de compte, ses paiements marqués A. Ce n'était pas son argent, c'était le mien, blanchi à son nom pour préserver ma réputation. Quand il a appris que la police s'interrogeait sur un fonds fiduciaire disparu, il a paniqué. Il voulait tout avouer pour laver l'honneur de la famille, comme il disait. Il a ri amèrement. Je lui ai dit qu'il nous condamnerait tous les deux. Et puis, eh bien, le cœur est fragile par temps froid. Le regard de Miss Marple resta immobile. Vous voulez dire que vous avez vu son plan échouer? Il hésita, puis haussa les épaules. Vu, peut-être. Ou précipité? Je n'ai rien mis dans son thé, juste quelques grains de vérité. Ses yeux brillèrent. Voyez-vous, il croyait que Madame Alden l'avait trahi. Je l'ai laissé croire cela. J'ai dit qu'elle avait gardé les vieilles lettres, qu'on l'avait vue en montrer une au facteur. Ce n'était pas du poison qu'il avait avalé, c'était une certitude. L'horloge sur la cheminée sonna une fois, le son anormalement fort. L'expression de Miss Marple demeura sereine, presque maternelle. « C'est curieux, » dit-elle doucement, comme les hommes prennent patience silencieuse des femmes pour de la tromperie. J'ose dire qu'elle a porté votre péché plus que vous ne l'imaginez. Son sang-froid vacilla. Elle est là, alors. Vivante? Vivante, répondit Miss Marple, et sa conscience est plus légère que la vôtre, je suppose. Un mouvement à la porte rompit le silence. Le commissaire Chalmers se tenait là, large d'épaules et implacable, flanqué du gendarme. « Je me doutais bien que vous viendriez, Denham. Nous avons suivi les empreintes jusqu'à vous. » Denham se leva, sa bravade s'évaporant comme un souffle dans l'air froid. « Vous ne le trouverez jamais. »« Nous n'en avons pas besoin, » l'interrompit Chalmers. La déclaration de la dame et vos propres paroles l'ont déjà fait. Le regard de Denham se porta sur Miss Marple. « Vous avez tendu un piège, » dit-il. « Comme un de vos petits pièges à sucre pour les oiseaux. » Elle accueillit sa colère par pitié. « Ce n'est pas un piège, capitaine.
Une porte. Vous avez choisi de quel côté? Le commissaire le prit par le bras. On y va, alors. Sur le seuil, Denham se retourna une dernière fois. Il m'a pardonné, vous savez? Jusqu'au bout. Il a dit que c'était un devoir familial. Dites-lui que je n'étais pas le seul lâche. La porte se referma derrière lui, et ses paroles restèrent suspendues dans l'air froid comme une prière prononcée trop tard. Miss Marple s'assit près du feu qui s'éteignait. Dehors, l'aube pointait, une légère teinte rosée caressant les bords de la neige. Le commissaire s'attarda un instant. Vous le saviez dès le début, n'est-ce pas? Elle secoua la tête. Non, commissaire. Je soupçonnais simplement que la culpabilité se cache rarement seule, elle a besoin d'une confidente. À son retour à sa chaumière, le ciel commençait à s'éclaircir, la neige scintillant comme illuminée par en dessous. Madame Alden attendait près de l'âtre, son manteau soigneusement plié sur les genoux. Miss Marple posa une main sur son épaule. « C'est fini, ma chère. La vérité a trouvé son propre climat. » Les yeux de la femme s'emplirent, non de soulagement, mais d'une émotion plus profonde. Alors la neige pourra enfin fondre. Miss Marple regarda la fenêtre, où les premiers rayons du soleil effleuraient le rebord, transformant le givre en eau. « Oui, » murmura-t-elle, presque pour elle-même. « Et quand ce sera le cas, on saura où chaque empreinte a vraiment mené. » Les premiers rayons du soleil se faufilèrent sur le sol du cottage comme une main qui soulève un rideau. Miss Marple demeura près de la fenêtre, son tricot intact à ses côtés, tandis que Madame Alden observait le feu se consumer doucement en cendres. Dehors, la neige commençait à fondre en fines traînées scintillantes le long des haies. Les toits du village brillaient d'un éclat humide, leur perfection ternie par les gouttes d'eau qui perlaient sur les avant-toits. À St. Mary Mead, rien ne révélait aussi bien le caractère des gens que le dégel. Madame Alden prit la parole la première, d'une voix hésitante, presque contrite, comme si elle craignait de troubler la paix fragile. Il a dit qu'il m'avait pardonné, il y a des années, quand j'ai quitté Whitby. Je croyais qu'il était sincère. Son regard se porta vers l'autre. Mais je comprends maintenant que le pardon peut être une autre forme d'appropriation. Miss Marple esquissa un sourire, l'expression qui lui venait lorsqu'elle acquiesça sans le dire. « On pardonne souvent pour garder les gens là où on le souhaite, » murmura-t-elle. « C'est une cruauté respectable. » On frappe à la porte, légèrement et timidement. Une politesse teintée de gêne, comme on accompagne parfois une gratitude teintée d'inquiétude. Le vicaire entra, son chapeau encore humide de flocons de neige. « C'est fait, Jane, » dit-il doucement. « Chalmers l'a emmené, à Much Benham. Les documents sont sous scellés. L'enquête sera brève. J'imagine que le village reprendra ses activités de tricot jeudi. » Son sourire était fatigué, mais soulagé. « Le médecin nous a dit que vous nous aviez évité un autre scandale. » Miss Marple secoua la tête. « Non, Léonard. Je l'ai simplement rendu plus présentable. Le scandale, comme la poussière, ne disparaît jamais. On ne fait que le balayer là où les regards se tournent moins. » Madame Alden se tourna vers la fenêtre, les mains jointes. « Parleront-ils beaucoup de moi ?» demanda-t-elle. Le vicaire hésite, cherchant du réconfort là où il n'en avait pas. « Une semaine peut-être, » dit-il. « Puis il y aura une fête ou un mariage pour les occuper. » La voix de Miss Marple était sèche, ou une autre lettre égarée. La matinée s'écoula dans un calme paisible. Le gendarme arriva pour recueillir la déposition de Madame Alden. Le docteur Haydock vint prendre son pouls, mais son attitude trahissait plus de curiosité que de compétence médicale. Dehors, le village retrouva son rythme habituel. Les bidons de lait s'entrechoquèrent, les cloches de l'église sonnèrent avec une ferveur renouvelée, et l'on aperçut Mademoiselle Hartnell dans son jardin, faisant semblant de tailler les rosiers tout en observant le chemin. Même les commérages, semblait-il,
avait repris. L'après-midi, le soleil avait de nouveau faibli, transformant la neige en une gadoue qui exhalait un léger parfum de boue. Miss Marple et le vicaire marchèrent ensemble vers Meadow End, désormais scellé et silencieux sous un cadenas officiel. « Tu le regretteras, à ta façon, » dit Léonard. Il faisait partie du paysage. « En effet, » répondit-elle, comme un arbre gênant qui offre de l'ombre là où on n'en a pas besoin. Ils s'arrêtèrent près de la haie, où les empreintes s'étaient arrêtées. La neige avait complètement disparu, révélant la terre sombre en dessous, encore marquée par l'empreinte des bottes. « Les pas de Denham, » murmura le vicaire. « Je me demande ce qu'il pensait dans ce dernier instant de liberté. »« Sans doute, » dit Miss Marple, « que la liberté est la plus enivrante lorsqu'on marche vers la prison. » Ils poursuivirent leur chemin jusqu'au cimetière, où le dégel avait fait apparaître les jeunes pousses de crocus. Miss Marple s'arrêta pour essuyer un peu de neige fondue sur une pierre tombale. « C'est étrange, » dit-elle. « Le monde est prisonnier de cycles l'hiver, succède à l'automne, les commérages à la grâce. Même la vérité finit toujours par revenir, bien qu'elle arrive rarement là où on l'attend. » Léonard l'observait attentivement. « Vous n'avez pas l'air satisfaite, Jane. » Elle sourit, sereine mais distante. La satisfaction n'est pas synonyme de compréhension. On peut clore une affaire et laisser quelque chose en suspens, quelque chose de plus insignifiant, mais de plus humain. Ce soir-là, elle s'assit de nouveau près de son feu. Le cottage exhalait une légère odeur de laine mouillée et de feuilles de thé. Sur la table gisaient les vestiges de l'histoire, le médaillon, la photographie déchirée et l'enveloppe du colonel, dont le sceau était intact depuis le matin. L'inspecteur avait insisté pour la lui laisser jusqu'à la fin de l'enquête. Une relique, disait-il. Pourtant, Miss Marple avait plutôt l'impression que c'était la ponctuation d'une phrase inachevée. Elle prit l'enveloppe et la retourna à la lueur de la lampe. À sa surface, elle vit alors la plus légère empreinte de mots, comme imprimée de l'intérieur. Elle la réchauffa doucement au-dessus de la flamme et observa les lignes cachées se dessiner, telles des fantômes dans le brouillard. Pour UA, qui le saura. Un message non pas d'aveu, mais de compréhension. Le dernier acte silencieux d'un homme qui souhaitait que sa culpabilité lui survive juste le temps d'inspirer la pitié. Quand Madame Alden descendit prendre le thé, elle trouva Miss Marple qui observait le papier se consumer en volutes de fumée pâle. « Vous l'avez brûlé », dit-elle doucement. « Oui », répondit Miss Marple. « Les lettres ont une vie propre, ma chère. Elles sont faites pour être lues, puis disparaître. Les vivants doivent porter ce qui reste. » Pour la première fois, les épaules de Madame Alden se détendirent. « Vous croyez qu'ils vont me laisser partir? Ils ne trouveront aucune raison de vous retenir. La vérité, une fois connue, est terriblement ennuyeuse. Il était 6 heures. Dehors, les derniers lambeaux de neige s'accrochaient aux haies, leur forme déjà indistincte. Le ciel avait pris une teinte gris anthracite. « Le soir approche, » dit Miss Marple. « Le village va allumer les lampes. C'est comme ça qu'on oublie, vous savez, une petite lumière après l'autre. » Madame Alden esquissa un sourire. « Et vous, Miss Marple, vous oubliez. »« Jamais, » répondit-elle d'un ton doux et définitif. « Je me souviens de tout, surtout de ce qui devrait être pardonné. » Après le départ de Madame Alden, le vicaire repassa pour apporter les derniers ragots, déguisés en marque de sympathie. « On dit que vous avez résolu l'affaire avant même que la police ne se rende compte qu'il y avait un crime, » lui dit-il en riant. « Vous serez l'héroïne de la paroisse. » Elle leva les yeux de son tricot, les yeux pétillants. « Non, Léonard, je ne suis que sa conscience. Et les consciences, vous savez, sont rarement populaires. » Quand il est parti, elle entr'ouvrit la fenêtre. L'air était empli d'une douce humidité, d'un parfum de terre dégelée et de fumée de cheminée. De l'autre côté du chemin, un enfant riait au loin, tandis que la cloche de l'église sonnait l'heure d'un calme délibéré.
Miss Marple ferma les yeux un instant, à l'écoute. Le rythme de la vie villageoise avait repris, mais une sourde mélancolie persistait, une note d'humilité peut-être, ou un soulagement dissimulé sous des apparences de piété. Elle pensa au colonel Graves et à son ultime acte de rectitude morale, à l'aveuglement du capitaine Denham, à la grâce lasse de madame Alden. Chacun avait tenté, à sa manière, de maîtriser la culpabilité en façonnant son récit. Mais les histoires, Miss Marple le savait, étaient tenaces. Elles se refusaient à toute appropriation. Elles survivent à ceux qui les racontaient. La respectabilité pouvait bien les plier soigneusement, mais une pliure restait toujours visible. Elle se leva, préparant le feu pour la nuit. Les cendres, en se déposant, murmurèrent un son presque semblable à un soupir. Sur la cheminée reposait un petit vase de bruyère d'hiver, fané à présent mais encore légèrement parfumé. Elle effleura une tige, se souvenant de la fleur séchée reçue dans l'enveloppe non adressée des semaines auparavant. Elle avait alors symbolisé une promesse. À présent, peut-être, elle symbolisait la libération. Dehors, les derniers flocons de neige fondent en ruisseaux le long du chemin, emportant goutte à goutte les secrets de la saison. Miss Marple tira le rideau, sa silhouette se reflétant un instant dans la vitre, tel le fantôme de sa propre perspicacité. Le village dormait, et le monde reprenait ses commérages. Pourtant, quelque part dans le silence, sous le doux clapotis du dégel, elle crut entendre une voix douce, indulgente, presque amusée, dire « C'est fini, Miss Marple ». Elle sourit dans l'obscurité.